La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à La vie des idées. Lionel Groulx est un nom familier aux oreilles de bien des Québécois. Ici et là, on trouve des lieux, des bâtiments et des institutions qui rappellent sa mémoire et son œuvre. Longtemps considéré comme un des historiens les plus importants du Québec, et même comme un des artisans de la Renaissance nationale québécoise, dont il fut l'ouvrier inlassable, Lionel Groulx a été victime depuis une vingtaine d'années d'une campagne de diffamation posthume. Celui que René Lévesque avait qualifié, je cite, d'éveilleur national et de clairon vivant, en le présentant, je cite encore, comme ce Québécois dont la victoire principale fut de redonner assez de fierté aux Québécois pour qu'on doive le tenir pour un des principaux sommeurs de la moisson d'avenir qu'il lève aujourd'hui au Québec, fin de la citation, a été caricaturé en idéologue inquiétant, au parfum sulfureux dont il faudrait se méfier. Qu'en est-il réellement? Comment passe-t-on en quelques années d'inspirateur à repoussoir? Peut-on encore tirer profit d'une relecture de Groulx, ou doit-on au mieux le considérer comme une figure définitivement désuète, n'ayant plus rien à dire sur notre condition collective? Groulx serait-il, contre toute attente, un des inspirateurs de la Révolution tranquille? Quelle vision avait-il de la question nationale et de l'indépendance du Québec? L'historien et professeur au Collège militaire de Saint-Jean, Charles-Philippe Courtois, est un des meilleurs spécialistes de Lionel Groulx aujourd'hui. Il est notamment l'auteur, co-directeur en fait d'une histoire intellectuelle de l'indépendantisme au Québec, de l'anthologie de la conquête. Il a co-dirigé aussi récemment avec Julie Guyot, La culture des patriotes, et avec Laurent Vézière, Le Québec dans la Grande Guerre. Il achève présentement une biographie de Lionel Groulx, et comme je le disais, il signait tout récemment chez Fides une préface à une réédition de L'Appel de la race, qui est probablement le roman le plus célèbre de Groulx, car Groulx fut aussi romancier. Alors je l'accueille aujourd'hui à La vie des idées pour une conversation d'1 heure autour du thème suivant, actualité de Lionel Groulx. Charles-Philippe Courtois, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, une question toute simple, biographique, pour ceux qui sont familiers probablement avec les stations de métro ou avec les édifices publics, mais qui ne savent pas à quoi ça réfère dans l'histoire. Si je vous demandais de me présenter en quelques mots la biographie de Lionel Groulx dans l'histoire du Québec au 20e siècle, qui était Lionel Groulx et que représente-t-il? Ah oui, c'est une vaste question, une bonne question. Alors Lionel Groulx, c'est un homme qui est né en 1878 et qui est quand même mort en 1967, donc sa carrière intellectuelle a été très longue. Il a connu plusieurs époques de l'évolution du Québec et on peut dire qu'il a accompagné une certaine maturation du Québec. Alors je vais m'expliquer. Quand il était jeune, il est né dans la région de Vaudreuil, qui était encore complètement rurale à ce moment-là. Il a voulu faire une carrière qui serait engagée. Il a hésité entre devenir avocat et peut-être leader national, mais politique, journaliste, et finalement il a choisi d'être prêtre, mais prêtre enseignant. C'était ça au début qu'il voulait faire, surtout former les élites de la nation canadienne-française de l'avenir. Et c'est ça ça l'a amené à être professeur de collège classique à Valleyfield. De là, après, à travers son enseignement, mais s'est intéressé de plus en plus à l'importance de l'histoire. Et il a eu la chance, en fin de compte, de devenir historien de carrière à l'Université de Montréal, qui était encore à ce moment-là à ses premiers balbutiements. Et c'est là vraiment qu'il a fait sa réputation, d'abord et avant tout comme historien national. Mais c'était quand même, de par sa formation, les origines de sa carrière, un homme de lettres. Alors, il a aussi été toujours intéressé par la littérature. Donc, il est connu aussi pour plusieurs œuvres littéraires qui sont quand même devenues des classiques en leur temps. Les Rapaillages, un recueil de contes, justement, rural, qui renvoie à ses origines dans la région de Vaudreuil. Et L'Appel de la race, qui est le plus connu de ses romans. Là, et sinon, en histoire, bien, sa carrière est très longue. Il a commencé à enseigner dans les années 1910, durant la Première Guerre mondiale. Il a pris sa retraite après la Deuxième Guerre mondiale, mais il a continué, il a poursuivi son œuvre. Il a fondé à ce moment-là ce qu'il a appelé l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui publiait, et publie toujours, la principale revue d'histoire savante du Québec, qui s'appelle la Revue d'histoire de l'Amérique française. Donc, de ce côté-là, il a été extrêmement influent pour amener, par exemple, à l'Université de Montréal, le développement d'un département d'histoire, et ainsi de suite. Mais entre-temps, il a toujours été extrêmement actif comme intellectuel engagé. Alors, on le connaît aussi pour sa participation à la revue qui s'appelait l'Action française à partir de 1917 et qui est devenue l'Action nationale, qui existe toujours. Et pendant un moment, d'abord, il a été l'homme, disons, la tête, l'éminence grise de ce mouvement-là, puis il en est devenu le directeur pendant toute la décennie des années 20.
Et il a continué, il est demeuré très actif même dans les années 30 de ce côté-là. Donc, il a été aussi très impliqué, très engagé, toujours dans le sens du nationalisme pour faire la promotion d'un nationalisme canadien-français revendicateur pour ramener à la conscience des Canadiens français le fait qu'ils étaient majoritaires au Québec, qu'ils avaient plusieurs droits et qu'il était plus que temps de les revendiquer et de commencer à se comporter comme une majorité chez eux au Québec et de demander à être reconnus en fonction des droits que dans l'histoire, en fait, même depuis la conquête, on leur avait reconnus. Et en fait, à son époque, on peut dire que ce qui lui frappait le plus, c'est à quel point les Canadiens français avaient été menés par leurs dirigeants à s'habituer et à accepter une situation de subordination et qu'il fallait en finir. Donc, il a toujours lutté pour l'émancipation, on pourrait dire, des Canadiens français. Vous avez mentionné très justement que Groulx est celui qui invite les Canadiens français à se sentir comme une majorité au Québec, c'est-à-dire à découvrir que le Québec n'est pas qu'une province sur on n'aurait pas dit sur 10 à l'époque, mais c'est leur État national d'une certaine manière, et souvent on le place en contradiction avec un autre grand leader nationaliste qui n'était pas historien, celui-là, Henri Bourassa. Henri Bourassa, grande figure du nationalisme fin 19e, début 20e, puis ça va se poursuivre au cours du 20e siècle. On dit souvent Bourassa, c'est celui pour qui la nation canadienne-française doit se projeter à la grandeur du Canada. Qu'est-ce qui pousse Groulx à croire, quant à lui, que la nation doit, même si elle déborde des frontières du Québec, doit d'abord s'exprimer politiquement au Québec? Bien, il y a plusieurs raisons à cela. En fait, pour Groulx, l'importance de l'histoire, évidemment, on le devine, là, est primordiale. Donc, c'est son engagement national qui l'amène à s'intéresser et en faveur de l'éducation, et ainsi de suite, à l'importance de l'histoire, d'abord et avant tout, aussi bien qu'il se consacrera à ça comme tâche première. Alors qu'Henri Bourassa, c'est un homme politique, d'abord et avant tout, qui va lancer évidemment le devoir, qui va s'affirmer comme homme politique indépendant, comme esprit indépendant, à l'époque, dans les années 1890, où il y a, on peut dire, deux crises qui agitent le Canada. D'abord, la question des droits des minorités, spécialement celle du Manitoba, où en fait la constitution bilingue du Manitoba est complètement bafouée, et il est élu en même temps que le nouveau gouvernement de Wilfrid Laurier. Après la déception... En quelle année? En 1896, la déception des Canadiens français par rapport aux conservateurs qu'ils avaient appuyés au moins depuis en fait l'époque de la Confédération avec Georges-Étienne Cartier est énorme à ce moment-là, parce qu'ils estiment que depuis la pendaison de Laurier et ainsi de suite, que les conservateurs ne sont pas à la hauteur pour défendre les intérêts des Canadiens français. Mais Wilfrid Laurier propose une alternative pour le Manitoba et finalement, ça finira en queue de poisson, ça ne donnera rien. Donc ça, c'est la première frustration. La deuxième, ça va, et Laurier sera aussi décevant pour les nationalistes canadiens français de ce point de vue-là, la guerre des bourgs. Donc, en Afrique du Sud, quand la Grande-Bretagne décide d'annexer deux États afrikaners indépendants où il y avait justement des ressources de diamants très lucratives, les Canadiens français n'étaient pas tellement favorables à une intervention du Dominion du Canada en faveur de l'impérialisme britannique. Les Canadiens anglais, bien sûr, oui. Et c'est autour de cette question-là qu'Henri Bourassa démissionnera. Alors, Henri Bourassa, en posant ce geste, va devenir un peu la coqueluche, le héros de la jeunesse nationaliste de ces années-là, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Mais à l'image des partis politiques de cette époque-là, le Parti conservateur, le Parti libéral, sa vision de l'avenir, sa vision de la politique, elle est pan-canadienne. Donc, les partis politiques, le Parti conservateur, le Parti libéral, fonctionnent de cette façon-là depuis 1867. Ce n'était pas le cas avant la Confédération. Et Henri Bourassa, lui, ne rompt pas avec cela. En fait, ce qu'il préconise, c'est que le Dominion affirme son autonomie le plus loin possible au sein de l'Empire et une certaine autonomie des provinces, mais surtout un véritable bilinguisme, des droits équitables pour les deux communautés linguistiques à travers le Canada. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se positionne... par rapport au Québec. Oui, c'est ça. Et c'est pas quelqu'un non plus qui se positionne en rupture comme l'avait fait, par exemple, peu de temps auparavant, un Honoré Mercier, qui lui
allait plus loin, proposait que le Canada devienne une république c'était beaucoup plus sur la voie de la souveraineté. Henri Bourassa n'épouse pas ces vues-là et à ce moment-là, au début du 20e siècle, donc le nationalisme canadien-français se reforme autour de lui, mais s'engage dans cette vision-là pan-canadienne. Paul Groulx, s'il fait un retour sur les racines du nationalisme québécois et l'évolution du peuple, canadien-français, on peut dire que pour lui, il y a un dévoiement. Il y a un dévoiement depuis 1867 dans cette espèce de rêve pan-canadien où les intérêts canadiens-français passeront toujours en second. Et donc, ce qu'il faut raviver, à son avis, c'est l'ancien bloc national qui existait à l'époque de Pierre Bédard, de Louis-Joseph Papineau. Des figures associées au mouvement patriote. Les deux chefs patriotes, Louis-Hippolyte Lafontaine, même après sous l'Union, c'était des gens qui ont été presque unanimement, c'est jamais unanime, mais des leaders dominants de la plupart des élus canadiens-français et de la majorité canadienne-française. Et donc, à son point de vue, ce qui compte, c'est plutôt de se recentrer sur les intérêts non pas de tout le Canada, mais de la nation canadienne-française, de réfléchir en termes donc de cette majorité sur un territoire. Et c'est sur ce territoire-là et sur l'État québécois qu'il faut recentrer le nationalisme canadien-français parce que, à son point de vue, les objectifs que défend Bourassa, évidemment, plus d'autonomie du Canada, plus de droits pour les minorités françaises à travers le Canada, il y souscrit. Mais les véritables gains viendront de l'action politique au Québec. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que Lionel Groulx, grand historien bien évidemment, est aussi un des premiers, je dirais un de nos intellectuels à avoir une des consciences politiques les plus aiguës. C'est-à-dire la conscience du rôle de l'État, la conscience du fait que la nation doit non seulement avoir des droits, mais aussi un pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que la notion de pouvoir dans notre vie intellectuelle apparaît particulièrement clairement avec la figure de Lionel Groulx? C'est intéressant de dire ça parce que, au fond, souvent, la grille de lecture qu'on a apposée aux intellectuels canadiens-français de cette époque-là, c'était l'apolitisme. Oui, bien sûr, c'est la thèse de Bélanger. Si je ne me trompe pas. Puis elle revient souvent, on la répète fréquemment, alors qu'en fait, bien au contraire, évidemment, il y a une réflexion politique profonde chez Lionel Groulx, dans le mouvement qu'il dirige l'Action française, chez les intellectuels qui l'entourent et qui y œuvrent. Et cette réflexion politique-là, bien sûr, elle est centrée sur l'importance de l'État du Québec. Alors, c'est une expression qu'ils vont essayer de mettre de l'avant, que la province de Québec, c'est un État où les Canadiens français sont majoritaires, que même Groulx va mettre de l'avant qu'avec la Confédération, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé ce qu'on avait aboli avec l'Union en 1840, qu'on avait fusionné le Bas-Canada et le Haut-Canada. On a recréé une province où les Canadiens français seront majoritaires et que donc il faut en prendre acte. Au lieu de se cacher, au lieu d'être gêné, il faut assumer que c'est exactement pour cela qu'on a recréé, qu'on a reséparé l'Ontario et le Québec, pour que les Canadiens français puissent évoluer dans une société où ils seraient majoritaires, où ils ne seraient pas menacés d'assimilation, et ainsi de suite, et ils pourraient s'épanouir. Et donc ça, il faut l'assumer. Ça, c'est une chose sur laquelle il insiste énormément, Lionel Groulx. Donc la réflexion politique va aller plus loin, parce qu'une fois qu'on assume ça, ça veut dire qu'il faut penser comme légitime des actions posées par le gouvernement du Québec pour favoriser l'épanouissement de la culture canadienne-française au Québec. Et faut quand même, si on retourne à l'époque, la Confédération, donc c'est en 1867, c'est là qu'on va recréer une province de Québec, mais il faut attendre les années 1940 avant qu'un gouvernement du Québec ose tout simplement nommer un ministre des Finances qui soit à la fois catholique et canadien-français. Onésime Gagnon dans le gouvernement de Maurice Duplessis, mais ça dit tout. À mon sens, ce n'était pas un détail à l'époque. On considérait que la minorité anglo-protestante avait certains droits, certains privilèges et qu'il fallait lui faire des concessions et qu'elle pouvait, dans le fond, mener l'économie du Québec. C'est ça que ça signifiait symboliquement de s'assurer que le ministre des Finances soit un anglo-protestant. Donc, c'est ce genre de problématique qui est au cœur de la réflexion politique de l'Action française et de la pensée de Groulx. Et c'est important pour l'évolution du Québec au XXe siècle parce que c'est quelque chose qui manquait
qui faisait en fait lamentablement défaut aux deux partis politiques dominants, le Parti libéral, le Parti conservateur. Je l'ai dit tout à l'heure, était centré sur une vision pan-canadienne, et c'était les chefs à Ottawa qui décidaient, et donc l'autonomie de la politique québécoise n'avait pas suffisamment de place pour émerger. Il y a des exceptions comme Honoré Mercier qui a essayé justement de briser avec cette ligne de parti-là, mais la tendance naturelle de ces partis-là était d'effacer cette question de l'autonomie. Je vous fais une proposition, vous me dites si je me trompe. Autant Groulx recentre intellectuellement, on pourrait dire, les Canadiens français sur la province de Québec et sur l'État québécois, autant que même s'il ne l'aimait pas, Maurice Duplessis sera celui qui, le premier au 20e siècle, recentrera les Canadiens français aussi politiquement sur la province de Québec, par exemple en créant l'Union nationale, qui est un parti qui n'est pas lié aux structures politiques pan-canadiennes. On sait que Groulx n'aimait pas beaucoup Duplessis, qu'il considérait qu'il était veule, qu'il il instrumentalisait le nationalisme et ne le poussait pas très loin. Est-ce que néanmoins on peut dire que les deux participent à un premier moment avant la Révolution tranquille d'autonomisation du Québec? Oui, c'est vrai que si on regarde les choses de plus loin que au niveau des acteurs eux-mêmes, parce que Maurice Duplessis et Lionel Groulx ne s'entendaient pas particulièrement bien pour toutes sortes de raisons. Ce n'était pas une histoire d'amour. Non, c'est ça. Mais si on regarde les choses de plus loin, si on regarde l'évolution du Québec à ce moment-là, mais ce n'est pas pour rien que ça se produit en même temps, bien au contraire. Évidemment, on peut apporter des nuances. Le maire Gouin, même Taschereau, avait mis de l'avant de toute petite forme d'autonomisme, mais c'était très timide, c'était très limité. Ce que l'Action française critique à ce moment-là, c'est toutes sortes de choses dans la politique québécoise, mais une incapacité à mettre de l'avant les intérêts canadiens-français, que ce soit dans les compagnies qu'on va choisir pour faire des investissements au Québec, comment on va distribuer l'exploitation des ressources naturelles, la défense du français, donc l'inéquité en matière, par exemple, d'éducation et ainsi de suite. Mais dans les années 1930, avec la crise, les partis politiques traditionnels sont secoués. Même le long règne des libéraux, qui sont au pouvoir depuis 1897, peut sembler tout d'un coup menacé. Et là, Lionel Groulx et ce qui s'appelle maintenant l'Action nationale sont impliqués de près, surtout les plus jeunes de l'Action nationale, mais de très près dans la fondation d'un nouveau parti qui s'appelle l'Action libérale nationale. Oui, de jeunes grouxistes, finalement. Oui, en grande partie, oui. Et l'Action libérale nationale, on le sait, en 1935, va proposer un programme réformiste assez audacieux. Et elle va créer une alliance politique avec le Parti conservateur qui va donner l'Union nationale. Alors, le différent entre Groulx et Duplessis tient au fait suivant. Le programme de l'Action libérale nationale, ça, c'est quelque chose qui ressemble, en fait, qui incarnait le nationalisme grouxiste dans les années 30, qui proposait des réformes audacieuses, je l'ai dit, mais ça peut inclure, par exemple, la nationalisation de l'hydroélectricité. Maurice Duplessis souscrit à l'idée de l'autonomie, l'idée d'avoir un parti qui n'est plus un parti conservateur ou libéral, donc inscrit dans l'ensemble pan-canadien, mais ne voudra jamais adopter les mesures les plus audacieuses. Il voudra continuer de jouer quand même le jeu politique d'une façon plus traditionnelle. Et c'est ça que Groulx ne lui pardonne pas, mais ça n'empêche pas que ce soit vrai que avec les gouvernements de Maurice Duplessis, l'autonomie du Québec a quand même évolué, progressé. C'est incontestable. On peut penser à l'impôt et ainsi de suite. On pourra peut-être en reparler. Mais donc, il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux. Mais on peut dire que tout ce mouvement intellectuel-là en faveur de l'autonomie a quand même influencer le développement de la politique dans les années 30, ça c'est clair. Vous utilisez le mot autonomie, je vous conduirai au mot indépendance. On s'est beaucoup questionné au fil du temps à savoir est-ce que Groulx était indépendantiste ou alors que pensait-il de l'indépendance du Québec, comment l'envisageait-il? J'ai l'impression que lorsqu'on lit Groulx, selon les périodes de l'histoire, il y a chez lui une prédisposition indépendantiste, et selon les périodes de l'histoire, cette prédisposition s'exprime ou se refoule, selon qu'il croit que l'indépendance est possible et imminente, ou trop lointaine, et il ne faut pas alors se perdre dans un fantasme. La période qui est la plus intéressante, évidemment, là-dessus, c'est les années 20. Au moment de la fondation de l'Action française de Montréal, est-ce qu'on peut dire que Groulx est celui qui réintroduit l'idée d'indépendance dans la conscience historique québécoise? Ah oui, c'est très important, mais en fait, les deux sont allés de pair, moi je dirais, au 20e siècle. Ce qui marque l'histoire, on va dire, politique du Québec,
à partir des années de Maurice Duplessis, qui est élu en 1936, jusqu'à la fin du 20e siècle, c'est cette problématique à la fois de l'autonomie puis de la souveraineté, l'une ou l'autre, mais presque en fait, on peut dire que tous les gouvernements après Maurice Duplessis ont défendu l'idée que le Québec devait développer son autonomie au minimum et au maximum, mais l'indépendance du Québec ou en tout cas la souveraineté association. Et Groulx est tout à fait le penseur de ces deux options. C'est tout à fait, enfin, il est bien responsable dans l'entre-deux-guerres d'avoir promu ces idées-là, les deux. Dans le fond, évidemment, face à quelqu'un comme Henri Bourassa qui va être opposé à la souveraineté du Québec, cela va créer une rupture entre Henri Bourassa et Lionel Groulx dans les années 20. Et la position de Groulx, c'est vrai qu'elle semble osciller entre les deux. Alors c'est intéressant, mais je vais essayer de résumer très rapidement. C'est vrai qu'elle évolue un peu selon la probabilité d'arriver, par exemple, à l'indépendance rapidement. Et dans les années 20, par exemple, il est plutôt optimiste. Il est plutôt optimiste dans les années 20 à cause de tout ce que transforme la Première Guerre mondiale. Mais avant la Première Guerre mondiale, il a écrit un livre qui s'appelle Une croisade d'adolescents, où il revient sur son travail comme mentor dans les collèges classiques, au moment où va prendre forme ce qu'on va appeler la CJC, l'Action catholique de la jeunesse canadienne-française. Et ce qu'il révèle là-dedans, c'est que parmi l'encadrement qu'il offre à des groupes de jeunes qui veulent s'impliquer davantage en dehors de l'école, il leur fait lire, par exemple, le roman de Tardivelle, Pour la patrie, qui est un roman d'anticipation publié à toute fin du 19e siècle, qui imagine 50 ans plus tard, en 1945, un Québec indépendant. Une République de Nouvelle-France. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il dit là-dedans, d'ailleurs, c'est à propos de l'indépendance, pensez-y toujours, mais n'en parlez jamais. Donc, ce qu'il me semble assez clairement préconisé, c'est de valoriser cet idéal-là, mais c'est un idéal très lointain qu'on ne peut pas mettre en pratique dans un horizon proche. Alors que la Première Guerre mondiale, en fait, pour lui, change tout à cet égard. Qu'est-ce qu'elle montre? D'abord, en 1919, le traité de Versailles permet à une grande quantité de nations, de petites nations, de voir leur indépendance reconnue. La Pologne, en fait, dans ces années-là... Les petites nations de l'Europe de l'Est, avec la décomposition de l'Empire austro-hongrois, certains peuples qui se libèrent de la Russie, les Baltes. Et de l'Allemagne et de l'Empire ottoman. Et on peut continuer parce qu'en fait, l'Empire britannique est secoué. Et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est cette conjoncture. Le président Nelson qui a mis de l'avant le principe des nationalités comme un fondement de la paix. Et l'Empire britannique est secoué. On le voit avec l'indépendance de la République d'Irlande, enfin pour l'Irlande du Sud, et secoué en Égypte et en Inde par des révoltes assez importantes et des concessions. Et donc, ce que ça annonce, selon Groulx, c'est la fin proche des grands empires coloniaux européens. Et que si l'Empire, ce qu'il va mettre de l'avant comme idée, c'est que si l'Empire britannique va s'effondrer, mais ça va être l'occasion à saisir ou jamais pour les Canadiens français de créer un État indépendant où ils seront majoritaires. Et de ce point de vue, ce qu'il préconisait avant la guerre, que l'indépendance ne serait pas un projet réalisable dans un futur proche, change du tout au tout. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, dont il faut parler. Et ce qu'il essaye d'obtenir, c'est de convaincre une partie des élites canadiennes françaises, au moins peut-être les plus jeunes, qu'il est maintenant temps de se préparer pour une telle éventualité, que si la décolonisation se précipite, que l'Empire britannique s'effondre de façon précipitée, il y aura une occasion à ne pas manquer. Si les leaders canadiens français ne sont pas prêts, cette occasion va passer devant eux. Il pose notamment cette question dans notre avenir politique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ça, en fait, il va, après la guerre, dans le contexte de la fin de la guerre, il anticipe déjà ce genre de situation et il décide, en tant que directeur de l'Action française, que ce sera le sujet de ce qu'ils appellent leur enquête annuelle, un dossier qu'ils mènent au cours d'une année complète, qu'ils vont publier en volume, celui-là qui va s'appeler Notre avenir politique, où il essaie justement de convaincre les élites canadiennes françaises que c'est l'avenir auquel il faut se préparer, que c'est leur devoir de préparer ça de toutes sortes de façons, par des politiques de l'État québécois, par des politiques de nationalisme économique, par des réformes sur le plan des finances, de l'éducation et ainsi de suite. Mais
il ne parviendra pas à convaincre les élites canadiennes-françaises. En fait, il y aura, on peut appeler ça un backlash. Il y aura vraiment ça va créer scandale. Les élites canadiennes-françaises sont très, très, très réfractaires à tout ce genre de propositions. Elles sont très peureuses même. Il y a bien sûr Henri Bourassa lui-même qui les prend à partie, donc il y a une rupture importante là, pour les nationalistes, mais c'est important, même pour l'anecdote, on peut parler de quelque chose comme par exemple dans la revue Moderne, certains textes, qui est une revue où beaucoup de gens vont publier des textes critiques des œuvres de Groulx ou de la pensée de Groulx, mais certains vont dire que cette idée-là de revendiquer plus pour le Québec est dangereuse parce qu'elle risque de provoquer de la répression. Donc on voit là qu'il y a quand même un n'en demandons pas trop car on va nous punir. C'est ça, il y a vraiment un atavisme chez une partie des élites loyalistes là qui est que la soumission est la seule position qui sera efficace pour la survie, que toute revendication un peu plus poussée mettrait en danger la collectivité. Et Groulx, de ce point de vue, aujourd'hui on le présente comme un archi-conservateur, mais on peut dire qu'en son temps, il fut une figure contestataire. Ben oui, c'est ça. De ce point de vue-là, c'est un penseur qui fait scandale, c'est un penseur contestataire. On le voit avec ce qui se passe à ce moment-là, en 1922-1923, ça va aussi être la querelle de l'appel de la race. Donc, il publie un roman qui, lui aussi, est favorable au séparatisme, en quelque sorte. Et ce n'est pas pour rien que c'est autour de ce roman-là qu'aura lieu la plus grande querelle que la littérature québécoise n'a jamais connue. Donc, ça fait scandale. Ça, c'est bien évident. Après, il y a un retour du balancier, c'est-à-dire qu'il y a tellement de réactions négatives à ça que le mouvement nationaliste grouxiste des années 30, même s'il reste favorable à l'indépendance, choisit davantage de le mettre en sourdine pour présenter l'autonomie comme un programme politique réaliste pour le contexte des années 30. Avec l'appel à l'État français. Voilà, c'est le concept de l'État français. Bon, l'État du Québec, c'est un terme que ces nationalistes-là mettent en circulation dès les années 20, ou même un peu auparavant, l'idée qu'il y a une majorité québécoise. Bon, après ça, c'est surtout sous les termes d'État français qui vont mettre ça de l'avant. Mais l'idée, là, à ce moment-là, c'est que ce qui est réaliste, ce que l'ensemble de la population risque davantage d'accepter, parce qu'elle risque, en général, de suivre ces élites qui sont très effrayées par toute discussion de souveraineté. Au moins, le programme autonomiste, lui, est difficilement contestable de la même façon, risque d'être endossé par la population, par une partie des élites, et donc mise en pratique. Une fois mise en pratique, mais plus tard, mais là, à ce moment-là, les Canadiens français risquent d'en être transformés, d'être beaucoup moins timorés, plus confiants, plus en contrôle de leur propre économie, et ainsi de suite. Donc, d'être capable d'envisager la souveraineté. Et ça, c'est quelque chose que ces nationalistes-là imaginaient pour la deuxième moitié du 20e siècle. Donc là, il y a une évolution. Mais on peut dire que dans les années 20, ça a secoué les colonnes du Temple. Et c'est en fait tout le nationalisme canadien-français défendu par l'Action française est vraiment vu comme étant contestataire. Les jeunes étudiants qui l'endossent sont vus comme presque des révolutionnaires. Ce ne sont pas les marxistes-léninistes de leur temps, mais je veux dire, on les traite presque comme si c'était des révolutionnaires dangereux. Par exemple, au séminaire de Québec, il y a eu toute une polémique autour de certains professeurs qui voulaient faire amener dans le collège tout simplement un buste de Dollard des Ormeaux, qui était un symbole défendu par l'Action française. Et rien que pour ça, ça a créé tout un scandale. Le recteur du collège n'en voulait rien. Donc, c'est difficile pour nous d'imaginer à quel point ça s'était rejeté par une bonne partie des élites dans les années 20. Alors, Charles-Philippe Courtois, nous allons revenir sur toutes ces questions après la pause. Dans quelques instants, revenez à la vie des idées avec Charles-Philippe Courtois sur le thème Actualité de Lionel Groulx. Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec l'historien Charles-Philippe Courtois autour du thème actualité de Lionel Groulx. Alors, nous avons depuis le début de l'émission parlé du travail de Groulx dans la première moitié du 20e siècle, finalement du travail de l'Action française de Montréal, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec celle de Paris. Donc, l'Action française de Montréal, le retour de l'idée d'indépendance, le rôle de l'État comme porteur de vie, comme je dirais, comme redresseur possible du destin national des Canadiens et Français. On a souvent dit Groulx appartient véritablement au monde d'avant la Révolution tranquille, il n'a rien à voir avec elle. À vous entendre, Charles-Philippe Courtois, on pourrait plutôt voir en Groulx quelqu'un qui a préparé la Révolution tranquille, qui l'a rendue conceptuellement et mentalement et politiquement possible. Oui, alors en fait, c'est peut-être parce que ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point le nationalisme canadien-français du 20e siècle a préparé la Révolution tranquille, même si celle-ci présente certains éléments de rupture, notamment autour de la question du catholicisme, c'est bien évident. Donc, avec la pensée de Groulx, c'est un écart important. Mais il faut revenir à ce que Fernand Dumont a appelé à un certain moment la première révolution tranquille dans les années 1930. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec l'Action libérale nationale qui proposait, et tous ces nationalistes de l'Action nationale, la nationalisation de l'hydroélectricité pour les mêmes raisons qu'on l'adoptera en 1962 pour changer la donne sur le plan économique au Québec pour que les Canadiens français deviennent maîtres chez eux. Ça, c'est vraiment un concept mis de l'avant par ce nationalisme-là, un concept très grouxiste. Et donc, ça évidemment, ça a une influence énorme sur la Révolution tranquille. Il se trouve que comme ça s'est produit une trentaine d'années plus tard, une génération plus tard, mais sur le plan des valeurs, on est passé à autre chose, les années 60, donc il y a une rupture avec la religion. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un écart, mais je pense que c'est une caricature ou c'est une erreur qui est souvent commise, qui est de penser que la Révolution tranquille est l'aube d'un nouveau jour sans aucune racine dans l'histoire du Québec. Que le grand vent de la modernité venu d'ailleurs nous aurait transportés, voilà, comme si nous n'avions pas préparé ici cette révolution. Et c'est peut-être parce que au fur et à mesure qu'elle a avancé dans la rupture. Elle a fait beaucoup œuvre de rupture, donc elle a un peu effacé les traces de ce qui l'avait préparé, dans notre conscience collective en tout cas. En parlant de grande noirceur et ainsi de suite, on a rendu le passé un peu opaque parfois, sans voir à quel point il y avait un héritage direct. Quelqu'un comme René Lévesque, c'est un étudiant dans les années 30 qui est très influencé par tous ces débats-là. Donc quand lui met de l'avant à nouveau l'idée de la nationalisation de l'hydroélectricité, par exemple, il est extrêmement conscient des débats qui ont eu lieu dans les années 30. Donc cette question-là, elle ne sort pas de nulle part, évidemment. Et toutes les revendications nationalistes des années 60 ont des racines profondes. Maintenant, puisque on verse souvent dans cette fausse idée de la rupture complète et de l'absence de racines, ben ça nous empêche de voir les origines de ce mouvement. Mais et quand on focalise uniquement, ce qui arrive très souvent, je le constate moi avec mes étudiants, sur l'importance de l'Église et du catholicisme, on oublie le volet de la Révolution tranquille. Je veux dire, on oublie le volet nationaliste. On oublie justement, on va focaliser par exemple sur la fin du rôle prééminent de l'Église dans l'éducation, par exemple, mais on va oublier des questions comme l'élection de 1962, Maître chez nous, le nationalisme économique. Et du coup, on fausse notre compréhension. Mais même pour la question de la religion, c'est paradoxal, mais j'ai parlé de l'appel de la race tout à l'heure. Ce roman-là nous donne une bonne illustration. Qui est paru en quelle année? 1923. D'accord. 1922 et 1923, pardon. Il nous donne une bonne illustration de comment, paradoxalement, ce nationalisme canadien-français, là, des années 20 et 30, préparait cette évolution-là, cette évolution du Québec. Alors, je m'explique. Dans l'appel de la race, ça n'a pas été beaucoup dit par les critiques littéraires, mais on peut dire que Lionel Groulx fait une allégorie, son roman, une allégorie de la situation de la Confédération canadienne, de la situation des Canadiens français dans la Confédération canadienne. On connaît un peu le synopsis du roman, c'est-à-dire que Jules de Lantagnac, c'est le héros principal, a fait une carrière brillante d'avocat à Ottawa après avoir fait son droit à McGill. Il a épousé une anglophone, Maud Fletcher. Et dans le fond,
il a demandé pour qu'elle l'épouse à cette anglo-protestante de se convertir au catholicisme. Donc, elle s'est convertie. Ça a été un peu problématique pour sa famille, mais il a accepté en contrepartie que tout se fasse en anglais, que sa carrière se fait surtout en anglais, et son ménage, sa famille fonctionne en anglais, est unilingue anglophone. Ils ont 4 enfants qui ne parlent pas français. Arrive la quarantaine, Jules de Lantagnac passe la crise de la quarantaine, et cette crise-là coïncide avec la polémique autour du règlement 17 en Ontario. L'Ontario, à ce moment-là, voyant que la minorité canadienne-française atteignait à peu près 10% de la population, d'après les derniers recensements, est pris un peu de panique, voit venir un risque de francisation. Donc, on révoque un droit qui avait été concédé aux Canadiens français de l'Ontario, qui était d'avoir des écoles, en fait, catholiques bilingues. Et là, on va demander à ces écoles-là de devenir unilingues après la 2e année. Évidemment, c'est un programme d'anglicisation, d'assimilation qui va qui va faire effet, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup l'assimilation sera renforcée après en Ontario, mais pour Jules de Lantagnac, ça coïncidait avec un moment où, avec la crise de la quarantaine, il était repris d'une certaine nostalgie pour ses origines au Québec rural, et il est interpellé par toutes sortes de gens à Ottawa qui lui demandent d'intervenir en faveur de la cause de la minorité. Et ça va provoquer la rupture de son ménage, de son mariage, parce que sa femme va être catégoriquement opposée à cet engagement politique-là qu'elle voit comme étant nuisible pour sa carrière. Toute sa belle famille s'y oppose viscéralement. C'est l'idée même, dans le fond, de défendre les droits linguistiques des Canadiens français qui leur pose problème, parce qu'ils sont convaincus d'appartenir, comme beaucoup de gens à l'époque, à une race supérieure dans l'Empire britannique. Je veux dire, beaucoup de gens étaient convaincus de ça. Et donc, c'est une compromission, c'est un compromis qui est une compromission qui est inacceptable. C'est mal vu par le gouvernement, c'est mal vu par l'État fédéral. Ça n'est pas un choix politique cohérent avec l'ambition de carrière qui devait être supposément la sienne. Et Groulx, le prêtre, va même faire divorcer. C'est quand même singulier. Sa femme le menace de divorce. Et finalement, il choisit quand même de défendre, de se faire élire et de défendre les Canadiens français de l'Ontario en chambre. Et donc, ça va provoquer cette séparation entre Maud Fletcher et lui-même. Alors, pourquoi est-ce que là-dedans, on peut voir une allégorie de la Confédération canadienne? Parce que la polémique a beaucoup tourné autour de cette question-là du divorce à l'époque. Mais pourquoi est-ce que c'est une allégorie de la Confédération canadienne? Mais si on voit l'ouvrage de Groulx qui est publié juste peu de temps auparavant, en 1917, la Confédération canadienne, ses origines, ce qu'il met en valeur à ce moment-là, ce sont des problèmes fondamentaux de la Constitution du Canada de 1867, dont le fait suivant. Les élites canadiennes françaises qui ont négocié la Confédération ont un peu négligé les droits des minorités canadiennes françaises. Ils ont accepté des ententes qui étaient inéquitables, où la minorité anglo-protestante du Québec avait toutes sortes de privilèges, toutes sortes de garanties qui n'étaient pas du tout consenties aux Canadiens français hors Québec. L'inéquité était flagrante. Et entre autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a protégé, oui, les droits religieux des minorités canadiennes françaises hors Québec, mais aucunement leurs droits linguistiques. Et, comme par hasard, c'est exactement ce qui se produit dans le ménage de Jules de Lantagnac avec Maud Fletcher. Se convertir au catholicisme, ça n'était pas c'était pas l'idéal, mais c'était moins intolérable que d'avoir des enfants bilingues. Donc le bilinguisme, justement, et la langue française, ça c'était l'ennemi. Et c'est ce qui va se produire au Canada après 1867. On le voit dans toutes sortes de provinces. Et là, pour Groulx, quand je dis que c'est une allégorie, le roman, mais je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on l'a peu mentionné, mais par exemple, l'action commence le 1er juillet. Donc, je pense que dès le début du roman, Lionel Groulx essaie d'indiquer que c'est une allégorie pour la Confédération canadienne. Et ce que ça nous dit, ce qu'il essaie de dire, c'est que dans le fond, les Canadiens français, dans la Confédération, se sont fait imposer une union qui est inéquitable. Il n'est plus question de continuer à accepter un rôle de subordination et l'assimilation. Il assumer, revendiquer, exiger, quitte à prendre le risque que ça éclate. Le thème de cette émission, Charles-Philippe Courtois, j'ai appris actualité de Lionel Groulx parce que cette œuvre
peut-être nous parle-t-elle encore, à tout le moins c'est ce que vous suggérez dans la préface, la très belle préface que vous signez de l'Appel de la race en 2015 chez Fides. Mais lorsque vient le temps normalement de poser aujourd'hui la question de l'actualité potentielle de Lionel Groulx, ce questionnement est souvent bloqué par, on pourrait dire, la mauvaise réputation qui lui a été faite depuis 20 ans, 25 ans environ. Il était contesté de son vivant, mais il ne l'était pas de la même manière. Depuis 25 ans, est-ce qu'on pourrait dire depuis peut-être la thèse d'Esther Delisle qui a décidé d'en faire le portrait d'un idéologue xénophobe et antisémite, Groulx, désormais dans la conscience collective, passe un peu pour le diable, pour le repoussoir par excellence. Comment Groulx est-il passé de figure généralement admirée à figure méprisée, honnie? Comment est-il devenu un repoussoir? Et une fois posé cette question, on pourra finalement, après avoir posé cette question, on pourra se demander s'il y a effectivement actualité de Lionel Groulx aujourd'hui. Oui, mais je pense que pour ce qui est de l'actualité, on pourrait revenir même dans le roman L'Appel de la race. Il y a toute une critique des élites canadiennes françaises qui, à mon avis, est un des éléments qui donne encore beaucoup d'actualité à la pensée de Lionel Groulx. Maintenant, quand on prend ce cas-là, par exemple, que ce soit le cas d'Esther Delisle en particulier, ou de ce travail-là dans les années, je dirais, fin 80, début 90, c'est très intéressant du point de vue de l'histoire intellectuelle, de voir à quel point la propagande peut être efficace, même quand on démontre de toutes sortes de façons que les travaux qui la mettent de l'avant sont faibles ou faux ou biaisés. Alors, le cas de la thèse d'Esther Delisle est bien connu pour ça, parce qu'en fait, cette thèse a presque échoué à l'Université Laval, parce que plusieurs des membres du jury en contestaient la valeur, la méthodologie, les biais et les travers. Mais malgré cela, disons, l'image qui a été véhiculée par Esther Delisle a réussi à s'imposer parce qu'elle a été relayée par beaucoup d'intellectuels, par beaucoup de médias, et sans trop se soucier de l'exactitude, de la mise en contexte. Et cette image, essentiellement, c'est Groulx, intellectuel, xénophobe et antisémite. D'abord et avant tout. Mais il y avait un contexte, un terreau fertile pour ça, parce que on en a parlé rapidement à propos de la Révolution tranquille, mais c'est ce terreau qui était favorable à l'idée de la rupture totale avec le passé, d'un rejet d'un passé, un terreau d'ailleurs même qui n'est pas que canadien, français ou québécois, même en Occident dans les années 90, c'est l'époque de non plus seulement de la contre-culture, mais des cultural studies et ainsi de suite. Donc il y a tout le passé occidental de chaque nation occidentale est mis au tribunal et généralement trouvé coupable à tout coup. Et on a un peu fait facilement servir le même procès au passé canadien-français. Donc là, Lionel Groulx pouvait faire figure de méchant idéal. La plupart des défenseurs du nationalisme canadien-français aussi, en général. Est-ce que cette mauvaise réputation s'appuyait sur des faits réels? Non, mais justement, c'est ça ce qui est problématique, c'est que évidemment, on a essayé de monter en épingle certains faits en les isolant de leur contexte. Mettons si on prend le cas du travail d'Esther Delisle et de la réputation qu'on a voulu faire à Groulx en général, au-delà de cet ouvrage-là seulement, on a essayé d'en faire d'abord et avant tout un intellectuel xénophobe et antisémite, et on a voulu, par le fait même, le contexte est extrêmement important. C'est le contexte de l'accord du Lac-Meach, c'est le contexte qui précède le deuxième référendum sur la souveraineté où le souverainisme est très fort. On essaye de mettre dans la tête d'une grande partie du public l'idée que la revendication majoritaire canadienne-française est dangereuse. Ça n'est pas nouveau dans notre histoire. Déjà à l'époque de Durham, c'est un coup assez classique, mais ça a beaucoup marché. Donc on veut créer un sentiment de culpabilité. Et pour Groulx, dans les années 30, est-ce que c'est un intellectuel qui a préconisé l'antisémitisme? Je dirais qu'il faut se replonger dans le contexte des années 30. Ce n'est pas quelqu'un qui se pensait antisémite, mais c'est sûr que de la façon que nous le regarderions aujourd'hui, il avait des préjugés, comme les catholiques de son époque avaient des préjugés, comme en fait les Nord-Américains de son époque, catholiques ou protestants, avaient des préjugés. Il n'est en rien exceptionnel. Il pensait préconiser le contraire, mais en fait, à notre point de vue, il relayait des préjugés. Donc, le problème vient du fait d'essayer de l'isoler des autres en faisant passer
Lionel Groulx lui-même comme étant particulièrement antisémite parce que nationaliste. Et c'est là qu'il y a un véritable mensonge, parce que si on prend le premier ministre du Canada à l'époque, ou si on prend l'Université McGill, on pourrait prendre toutes sortes d'institutions anglo-protestantes au Canada, mais aussi aux États-Unis, on verrait de l'antisémitisme là véritable. Et si on prend par exemple le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, c'est lui qui ne voulait pas que le Canada accueille de réfugiés juifs. Et lui qui pensait que Hitler, qu'il a rencontré avant la guerre, était un bon gars. Mais lui, on le retrouve encore sur nos billets de $50. Il y a personne que je sache qui a fait une campagne de dénigrement systématique de cet homme qui a aussi choisi de déporter des centaines de milliers de Japonais sur la base de simples, disons, soupçons. À base raciale. Mais personne ne lui a fait un procès comparable, alors qu'on a fait de Lionel Groulx un monstre de racisme. On m'a déjà suggéré l'image suivante, en me disant que par rapport à Groulx, par exemple, si on enlève les scories, parce qu'il y en a les préjugés qui peuvent traîner ici et là dans l'œuvre fondamentalement conserve sa stabilité, conserve sa force, conserve sa structure. Autrement dit, s'il a des préjugés malheureux qui sont ceux de l'époque, ces préjugés ne sont pas constitutifs de l'œuvre. Ils sont là à la manière d'une pollution qui viennent la teinter un peu avec le parfum de l'époque, mais qui ne touche vraiment pas la structure de l'œuvre. Est-ce qu'on pourrait dire ça de Groulx par rapport à ses préjugés? Oui, c'est vrai, mais en fait, quand on parle de l'antisémitisme des années 30, il y a des personnes comme Adrien Arcan, au Canada. Nazi canadien. Oui, c'est ça, le nazi canadien. Ou, évidemment, Adolf Hitler, pour qui l'antisémitisme est central. C'est au cœur de leur pensée politique. Alors que pour Lionel Groulx, ce qui est au cœur de sa pensée politique, c'est complètement autre chose. C'est l'affirmation des Canadiens français qui se joue pour lui, dans le fond, dans le cadre de la démocratie libérale dans le système parlementaire britannique, à la britannique. Donc, là, il y a vraiment une sorte d'amalgame qui est fait, mais ce que j'essaie de dire en parlant de l'exemple de William Lyon Mackenzie King, c'est que, en fait, dans les années 30, des préjugés par rapport aux Juifs sont très répandus. C'est même encore à la base, je dirais, de la plupart des doctrines, en fait, des cultures de la plupart des confessions chrétiennes. C'est un fait malheureux, mais c'est un fait. Donc, Lionel Groulx ne se démarque pas tellement de ce point de vue-là. Il essaie d'un côté de dire qu'il ne faudrait pas favoriser l'antisémitisme, même si ça ne l'empêche pas de relayer des préjugés. Mais du coup, on peut pas dire justement que c'est au centre de sa pensée de favoriser l'antisémitisme. En fait, c'est le contraire. Mais ça ne l'empêche pas n'est pas toujours à la hauteur de cet idéal-là. Ça, c'est vrai. Mais il ne se distingue pas particulièrement. Donc, c'est là, il y a une espèce d'effet, une déformation qui est sciemment travaillée pour le faire passer pour, d'abord et avant tout, un intellectuel antisémite parce que nationaliste, pour essayer de culpabiliser, de créer, dans le fond, un tort, de donner une tâche indélébile au nationalisme canadien-français qui lui-même, du coup, deviendrait une idéologie dangereuse. Et tout ça, c'est fallacieux, tout ça, c'est trompeur, tout ça, c'est mensonger, mais c'est une manipulation qui a eu beaucoup d'effets et qui prendrait longtemps à démonter, mais il faudrait pour cela qu'il y ait une certaine conscience chez un plus grand nombre, par exemple, de ceux qui voudraient défendre le nationalisme aujourd'hui, de la fausseté de la chose, alors que la plupart du temps, ils vont simplement s'empresser d'obtenir un certificat de bonne conduite auprès de ceux qui distribuent, en fait, en ce moment, les certificats de conformité au politiquement correct. Alors, vous nous conduisez exactement donc au nationaliste d'aujourd'hui. Il nous reste une dizaine de minutes. Le thème, j'aimerais donc aboutir à cette question centrale, actualité de Lionel Groulx. Alors, imaginons aujourd'hui que des intellectuels québécois des nationalistes québécois décident de chercher à retisser une forme de continuité intellectuelle entre le nationalisme d'avant et d'après la Révolution tranquille, non pas pour écarter l'un au service de l'autre, mais pour retrouver une forme de continuité manquante peut-être aujourd'hui. Quelle serait, si on veut prêter une forme d'actualité à Groulx, d'abord, est-ce qu'il y a une forme d'actualité possible au fait de relire Groulx et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la condition québécoise qui soit encore vrai au contact de son œuvre et qu'on aurait oublié sinon? Bon, en fait, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut lire dans Groulx qui nous éclairent encore sur les Québécois d'aujourd'hui.
Évidemment, dans l'actualité de Lionel Groulx, il y a quand même cet héritage qui est d'avoir mis de l'avant l'idée que les Canadiens français devaient revendiquer, assumer leur place de majorité et assumer qu'ils pouvaient utiliser l'État du Québec pour leur émancipation. Je pense que c'est même, on pourrait dire, bon là je vais m'avancer, mais j'ai avancé une opinion plus personnelle. Mais en fait, quand on regarde l'évolution du gouvernement du Québec actuellement, je pense que ça n'est pas quelque chose qui demeure aussi évident que ça ne l'a été pour la plupart des gouvernements du Québec avant le début du 21e siècle. Pour le gouvernement libéral actuel, pour ne pas le nommer, ne fait pas tellement preuve de cette conscience-là que, en fait, c'est son rôle de défendre aussi les intérêts de la nation, de la pérennité du fait français au Québec. Ça ne m'apparaît pas toujours évident. Bon, ce côté-là. Donc, il y a un héritage là qui est énorme, qui est très important. Mais il y a aussi une lecture de la condition québécoise qui demeure vrai à mains égards, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute l'affirmation qu'il y a eu, toute l'affirmation nationale qu'il a donc promu. On le voit, par exemple, dans l'appel de la race, j'y faisais allusion tantôt, une des choses qui a beaucoup attiré d'ailleurs l'opprobre de beaucoup d'élites à l'époque, c'est que une des victimes du roman, ce sont les élites canadiennes françaises qui sont entichées en fait d'anglomanie, qui préfèrent au fond s'afficher en anglais que défendre leur culture, leur identité, qu'assumer leur identité. Donc, et voilà ça, qui est inimaginable aujourd'hui. C'est ça, ça n'est vraiment pas comme si c'était quelque chose qui avait disparu de notre monde. Bien au contraire. Alors ça nous est resservi à la sauce peut-être de la mondialisation aujourd'hui, mais plus ça change, plus c'est pareil finalement, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'ils critiquent. Alors que ce soit les élites canadiennes françaises à Ottawa, qui s'empressent surtout de se fondre de se faire passer donc pour des bons Canadiens en utilisant l'anglais d'abord et avant tout. Que ce soit les élites, les élites, disons snobs à Montréal qui essaient de se montrer à la page, à la mode, en utilisant surtout l'anglais aussi. Alors, ce sont deux choses qui restent très vraies aujourd'hui avec des nouveaux noms. Ça peut être les hipsters ou ça peut être, bon, si on voit les élites politiques à Ottawa, si je me trompe pas, plusieurs des élus québécois dans le gouvernement Harper se faisaient même presque une fierté de dire qu'ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école française et ainsi de suite. Donc, il y avait une sorte d'atavisme de chez certains d'entre eux d'arriver en reniant leur culture. Ça, c'est quelque chose dont on ne s'est pas encore départi. Il y a aussi quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant, par exemple dans ses mémoires. Je pense que dans ses mémoires, il y a qui sont quand même assez volumineuses. Qui sont absolument magnifiques. Et il y a une longue réflexion sur la difficulté des Canadiens français à s'affirmer. Hein, leur timidité, les difficultés du nationalisme québécois, le fait que c'est toujours un travail à reprendre, un peu comme dans le mythe de Sisyphe, là, d'amener les Québécois à s'affirmer, mais après, c'est rapidement démonté. Il faut reprendre presque le travail à zéro. Et ça, c'est quand on regarde le parcours historique des Québécois au 20e siècle, puis notre situation actuelle, il y a parfois pour plusieurs personnes, je pense, un peu de ça. On peut avoir l'impression d'être obligé de reprendre les mêmes combats et de reconvaincre les Canadiens français ou les Québécois, la majorité au Québec, que c'est légitime pour eux de s'affirmer, qu'il y a lieu de demander un certain respect, que le français peut être la langue majoritaire, la langue commune au Québec. Pour ne prendre que cet exemple-là, c'est encore et encore à recommencer. Et donc, je pense qu'il y a une grande actualité là. On peut même avec le nationalisme économique, quand je l'ai dit que le gouvernement actuel nous renvoie en arrière, nous ramène en arrière, mais si on prend quelque chose comme Rona, par exemple, qui va être bradé, c'est ce genre de positionnement qui est dans le fond un peu benet, un peu disons le bonententisme malade. Le bonententisme malade qui implique toujours la position subordonnée et qui est allergique à toute forme de revendication ou d'affirmation, si bien que finalement en ce moment le gouvernement du Québec va être d'ailleurs moins affirmatif que, je sais pas moi, par exemple celui de la Saskatchewan, parce que on va aussi rapidement mettre de l'avant l'idée que s'il le faisait, ça serait mauvais, qu'il y aurait de potentiellement des relents de quelque chose de dangereux là-dedans,
Bon, c'est pas un discours qu'on va entendre souvent à propos de l'affirmation de la Saskatchewan, mais supposément, tout d'un coup, pour le Québec, qui a quand même une place unique dans la Confédération canadienne, paradoxalement, on va souvent le mettre en demeure dans le fond, de reprendre sa place, c'est-à-dire de se la fermer, finalement. Je m'imagine un court instant, il nous reste très peu de temps, je m'imagine un court instant avec un étudiant qui, devant moi, me demande par quoi commencer s'il veut lire Groulx. J'ai souvent tendance à suggérer le livre de Guy Frégault, Lionel Groulx tel qu'en lui-même, qui est une relecture des mémoires de Groulx. Mais vous, Charles-Philippe Courtois, qui êtes spécialiste de l'œuvre de Groulx, si vous voulez initier un jeune qui se sent appelé d'une manière ou de l'autre par la nation, pour le dire avec un terme d'aujourd'hui, quelles œuvres pourriez-vous suggérer pour quelqu'un qui veut découvrir un peu Groulx? Ben, c'est une bonne question. Il y a différents angles possibles selon quand même les sujets d'intérêt, mais moi, un des ouvrages que je recommanderais, qui est quand même d'une lecture assez facile pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, ce serait peut-être la Confédération canadienne, ses origines. Parce que là, je pense que on voit bien comment la pensée de Groulx, le travail de Groulx, nous parle encore aujourd'hui. Aborde des sujets qui sont encore d'importance aujourd'hui, qui colore encore notre réalité actuelle. Je pense aussi qu'on pourrait se tourner vers le lendemain de conquête, mais on pourrait lire encore une fois les mémoires, mais ça il faut avoir envie de lire davantage. Il faut être un amoureux de la lecture, parce que dans les mémoires, je trouve que là il y a un rapport entre le parcours individuel et celui de la collectivité qui est particulièrement intéressant. Alors, Charles-Philippe Courtois, je me permets de vous évoquer les mémoires, je me permets de les évoquer une dernière fois, parce qu'il s'agit non seulement de la confirmation du Groulx intellectuel, mais du Groulx écrivain, un écrivain splendide. On oublie souvent à quel point il avait une plume assez remarquable. Charles-Philippe Courtois, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, à La Vie des idées toujours, nous recevrons Céline Lafontaine pour une discussion autour des enjeux du post-humain. Alors, à la semaine prochaine, chers amis.